Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 25 août. Émotion hier soir à l'Open Air Cinéma, à l'affiche Régnier 3 par lui-même. La séance s'est terminée sous les applaudissements du public. Nos équipes étaient là. Les Monaco Impies dans le temple mondial du rugby. Ils affrontent ce soir à Twickenham les Britanniques. En levée de rideau de Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Nicolas Bonnet sera en duplex avec nous. Blackjack remporte la Palermo Monte-Carlo. Le sociétaire du Yacht Club de Monaco a survolé la régate. Le propriétaire Peter Harbour nous livrera ses impressions. L'art contemporain à l'honneur ce week-end à Monaco. Le salon Art 3F se tient au chapiteau de Fontvieille. Combien faut-il débourser pour acquérir l'une des œuvres? Son fondateur nous répondra. Après 2 projections officielles au Grimaldi Forum, changement de décor pour Régnier 3 par lui-même, le film de Yann Anthony Nogues était hier à l'affiche de l'Open Air Cinéma. Les spectateurs ont été émus et conquis, comme l'ont constaté Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet. C'est un véritable moment intimiste entre le prince Régnier III et la population monégasque. Ce documentaire réalisé par Yann Anthony Nogues a attisé la curiosité. Après l'avant-première le 4 juillet dernier, cette nouvelle projection en plein air a vraisemblablement conquis le public. Moi j'ai pensé que c'était parfait, c'est tout. C'est un grand homme et il restera ce qu'il était. C'était émouvant, voilà. Et on ne connaissait pas forcément toute la personnalité de Monseigneur. En fait, j'ai découvert des choses que je ne savais pas. C'est pour ça que j'aime toujours plus la principauté. C'est vraiment ce que nous, Monégasques, nous ressentons et continuons à ressentir auprès de notre famille princière. Très instructif et vraiment quelque chose de bien parce que j'ai pu revivre quelques années comme ça, puis surtout mieux comprendre aussi quelques aspects politiques de la principauté. Trop court. Je n'ai que ça à dire. Très très bien. J'ai beaucoup aimé les images sur l'enfance parce que je ne les connaissais pas. Voilà. Très prenant parce que c'est authentique. Donc c'est beaucoup de profondeur aussi. On a vu le prince avec une force de caractère, quelqu'un qui était déterminé pour son pays, à défendre évidemment le pays. Donc c'est quelque chose de très touchant. Voilà. C'était vraiment très fort. Dans le cadre du centenaire de la naissance du prince Régnier III, les séances sont gratuites sur réservation à la caisse du cinéma des Beaux-Arts. Régnier par lui-même vous donne à nouveau rendez-vous au cinéma en plein air le 7 septembre prochain à 18h30. La France rate complètement son entrée dans la Coupe du Monde de basket, défaite 65-95. Déception pour les Roca Boys, Yacouba Ouattara, Eli Okobo et Terry Tarpey qui ont très peu joué. Prochain match déjà capital dimanche face à la Lettonie. 55 heures, 3 minutes et 6 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Blackjack pour boucler la Palermo Monte-Carlo. Le sociétaire du Yacht Club de Monaco aurait même pu s'attaquer au record de l'épreuve si le vent n'avait pas faibli. Patricia Navarro a pu joindre l'heureux et chanceux propriétaire de Blackjack. Good evening, Peter Harburg. Good evening. Vous étiez donné favori et vous avez conforté les pronostics. Comment qualifieriez-vous votre course? You've confirmed the predictions. How would you qualify your race, Peter? It was a long race because there wasn't a lot of wind. It started reasonably well with wind and we were actually running in front of the record, but down around the islands it ran out of wind, but we got going again and we came up here and we were 100 miles in front of the next boat behind us, so it was a good race for us. Oui, la fin de course a été extrêmement rapide. The end of the race was very, very fast. Yes, we were doing about 12-15 knots. We had a good breeze. Vous n'étiez pas loin du record, vous l'avez dit. Finalement, quel a été le plus difficile sur cette traversée? What were the main difficulties on this race? The bouche de Bonifacio or the lack of wind sometime, but not at the end? Well, the lack of wind is it's not a problem as such, but it's uncomfortable. We're sailors. We like to be sailing, and sitting doing nothing is very frustrating. And in fact, the atmosphere on the boat gets quite tense. Ce qu'il faut savoir, Peter, c'est que le Blackjack, c'est l'ancien bateau qui a permis d'établir le record de la traversée. What we need to know is that
Blackjack is the old boat that set the record for the crossing. Yes, the boat was built in Australia about 18 years ago, and it raced in the Med and in Australia as Alfa Romeo. And then it was sold to the Esmet Group here, and it raced for 3 or 4 seasons here as Esmet, and it did very well too. It is a very good boat. Vous vous étiez beaucoup préparé. There were before strong training with this team. Well, we've been some of the crew have been with me in our Blackjack campaign for 20 years now. We're not changing crew all the time. We've got the same group sailing all the time, so we know each other. We know we can depend on each other, and we work well together. Selon vous, le record de 47 heures, il est prenable. We can go faster, in your opinion, faster than 47 hours? Oh yes, if we had I guess we were held up probably about 12 or 15 hours down around Porto Cervo, that area there, around the islands. We were delayed by lack of wind for probably 15 hours. Merci Peter Harburg, le grand vainqueur de la Palermo Monte Carlo. Merci d'avoir été notre invité quelques heures seulement après votre victoire. Thank you so much, Peter Harburg. Thank you. Un rendez-vous à ne pas rater en tennis. Monaco-Équateur, prochaine affiche de la Coupe Davis. Rendez-vous les 15 et 16 septembre au Monte Carlo Country Club. On vous attend nombreux pour supporter les joueurs monégasques. L'entrée est libre. Les vainqueurs accéderont au match de barrage du groupe 1. Ce sera à vivre en direct sur Monaco Info avec Christophe Pacaud et Laurent Orsini. C'est un privilège rare, une expérience unique. Jouer dans le temple du rugby à Twickenham, à guichet fermé, c'est ce qui attend ce soir les Monaco Impies, enlevés de rideau d'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Pour en parler, le directeur technique national de la Fédération monégasque de rugby est avec nous. Bonsoir Nicolas Bonnet. Bonsoir. Le cœur de vos joueurs doit déjà battre très fort. Oui, il y a beaucoup d'excitation depuis ce matin. On se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir évoluer dans ce stade contre la Grande-Bretagne, qui plus est, c'est une expérience unique. Qui va porter ce soir le maillot des Impies ? Alors, nous avons 5 joueurs de l'équipe nationale de Monaco qui ont été sélectionnés sur des critères sportifs, mais aussi leur implication à la fédération, plus 7 joueurs internationaux qui ont l'habitude de jouer avec nous sur le tournoi de Dubaï et de Melrose. Et on représentera la Fondation Princesse Charlène, dont les maillots arboreront le logo ce soir pendant le match. Alors, ce sont les Britanniques, parce que vous savez qu'à rugby à 7, c'est pas les mêmes règles d'éligibilité que le 15. Donc, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'équipe qui fait le World Series, qui prétend aux Jeux Olympiques. Donc, je vous cache pas que le défi sportif est de taille. Ce match, il intervient 4 mois après votre premier succès au Melrose Sevens. Qu'attendez-vous de ces demi-temps de 7 minutes ? Bon, sportivement, c'est, je dirais pas le plus important, mais déjà se retrouver, faire un petit point sur la forme de chacun. Et puis, je pense que c'est l'unique occasion de jouer une équipe en face de nous de ce tel niveau. Donc, on va voir sur une grosse opposition, surtout le caractère de chacun. Merci Nicolas Bonnet, bonne chance pour ce soir et à demain dans le JT de 19h pour analyser le match. Merci à vous, à demain. C'est un voyage dans le temps que nous vous proposons à présent, direction le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Des ateliers, des expositions et des visites guidées sont proposés aux visiteurs pendant que des chercheurs continuent de travailler à l'abri des regards. Émilie Terrasson et Alban Gingembre nous font découvrir toutes les facettes de ce musée. Les collections du musée d'anthropologie préhistorique représentent une source de savoir pour tous les curieux d'histoire. Plusieurs fois dans l'année, des activités sont proposées, un véritable voyage dans le temps qui attire touristes et locaux. On a eu beaucoup de monde cet été, on a organisé les passeports culture par exemple pour les enfants et les adolescents grâce au CIEN, avec des ateliers pour découvrir le métier d'archéologue, plein de visites guidées commentées par nos chercheurs et nos guides d'accueil. Et évidemment, 2 grandes expositions en ce moment, Albert Ier, un prince préhistorien, et d'un monde à l'autre, du visible à l'invisible. Fondé par le prince Albert Ier en 1902,
Le musée est constitué d'une équipe qui réalise des études en laboratoire, mais aussi des fouilles, et cela avec des scientifiques du monde entier. Alors, le travail que l'on fait ici au musée d'anthropologie, c'est essentiellement de travailler sur les collections trouvées à Monaco ou fouillées par les membres de l'équipe du musée d'anthropologie de Monaco. Aujourd'hui, on a par exemple une spécialiste des coquillages fossiles qui va étudier les coquillages fossiles qui ont été trouvés par les équipes du prince Albert Ier il y a 120 ans dans la grotte du Prince. Pour les amateurs d'astronomie, le musée propose également Un soir dans l'été, une nuit des étoiles, une façon pour le public d'en apprendre davantage sur l'espace. Les scientifiques, les médiateurs scientifiques ne sont pas détenteurs d'une vérité, mais plutôt d'une certaine façon de voir les choses. Et c'est très important de le partager avec nos concitoyens. Le fait de pouvoir donner ces conférences, eh bien, ça permet d'avoir un dialogue avec le public. Tout au long de l'année, de la recherche, des découvertes et des activités rythment donc la vie du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Le Salon international d'art contemporain Art 3F se tient ce week-end au chapiteau de Fontvieille. Son fondateur Serge Beninka est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Que peut-on voir cette année? Combien d'œuvres exposées, d'artistes et de galeries représentées? Alors cette année, je crois de tête, 170 ou 180 exposants, donc artistes et galeristes, ce qui représente environ 3000 œuvres. Et on y trouve de nouveau les trois familles qui sont les peintres, les sculpteurs et les photographes. Alors vous avez l'ambition de faire bouger les lignes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres salons? En fait, on a voulu organiser des salons ouverts à tous. Art 3F aujourd'hui, c'est une vingtaine de dates en Europe, donc dont Monaco. Et on a voulu que ces salons ne soient pas réservés exclusivement à une certaine catégorie de gens. Donc on a voulu déjà un salon ouvert à tous. On a souhaité également mélanger les artistes et les galeristes, qui ne se faisaient pas trop. C'était soit des salons de galeristes, soit des salons d'artistes. Et on a voulu proposer des œuvres dans ce qu'on appelle le créneau de l'art abordable. Donc l'idée, c'est qu'un salon ne soit pas juste un musée où on vient juste voir des choses, mais si on a un coup de cœur, qu'on puisse repartir avec une œuvre. Oui, les visiteurs peuvent notamment discuter avec les artistes. J'imagine que c'est un moment très apprécié. Effectivement, c'est vraiment un plus. Vous avez le côté galerie, si vous cherchez plus un peu le conseil, l'investissement, mais la discussion avec l'artiste est super intéressante parce qu'on veut le connaître, on veut connaître ses inspirations, d'où il vient, et puis et pourquoi pas lui acheter une œuvre et s'en faire un ami. Donc effectivement, ça c'est beaucoup apprécié. Alors quel budget faut-il pour s'offrir l'une des œuvres exposées ? Je dirais que la fourchette large, on va être sur du 1500, 10 000 euros, ça c'est la fourchette large, mais on a déjà des œuvres à quelques centaines d'euros. Je précise que le prix ne fait pas l'émotion. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour une œuvre à 500 ou 600 euros et ne pas avoir du tout d'émotion pour une œuvre à 5 millions d'euros. Ouais, écoutez son cœur finalement. Une œuvre, quand elle plaît, elle vous conviendra toujours. Et puis, faire bouger les œuvres. Un jour, elle sera dans le salon, une autre fois, elle sera dans l'entrée, une autre fois, elle sera dans la chambre. C'est un petit peu l'idée. Mais attention, il y a un piège. C'est que quand vous achetez une première œuvre, vous mettez un petit peu le doigt dans l'engrenage et après, forcément, vous allez vouloir en acheter une deuxième, une troisième, une quatrième. Ça, c'est obligé. Alors, la précédente édition s'est tenue en juin. Pourquoi l'organiser cette fois-ci fin août à Monaco pour attirer les touristes ? À l'origine, il y a 4 ans, la date était en juin. Le Covid avait fait que l'édition avait eu lieu en août et ça s'était très bien passé. Puis on a eu de nouveau une année Covid et on a de nouveau dû la faire en août et ça s'est effectivement bien passé. Et puis l'année dernière, on s'est dit, bon, est-ce qu'on tente quand même l'édition en juin qui était la date initiale ou on reste sur l'édition en août, puisque les locaux se plaignaient un petit peu de cette période du mois d'août où ils étaient peut-être un petit peu en vacances. Et donc on l'a testé au mois de juin l'année dernière et franchement, on a trouvé que l'édition était un peu moins réussie. On a moins eu cette clientèle finalement qu'on vient un petit peu chercher à Monaco, on ne va pas se cacher en ces périodes de juillet-août, donc une clientèle étrangère. Donc on a décidé cette année de se repositionner en août et ça sera le cas pour les 2 années à venir puisque le week-end est déjà réservé pour fin août l'année prochaine et l'année suivante. Et le rendez-vous est pris. Une dernière question, le journal Le Monde titrait le mois dernier « Coup de froid sur le marché de l'art contemporain », évoquant un net ralentissement lors des ventes aux enchères. Est-ce que vous l'observez, vous aussi, et qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, alors le marché, il est vraiment tout autre parce qu'en fait, il y a eu une bulle spéculative assez exceptionnelle dans ces périodes de Covid. C'était un petit peu normal que ça redescende, ça avait même atteint des niveaux
Voilà, des niveaux assez exceptionnels, voire même un petit peu scandaleux. Aujourd'hui, nous, on est plus dans une niche d'art abordable, mais pour toute bulle spéculative, ça monte et après ça descend et puis ça pourra remonter quand même un petit peu. Donc là, je dirais que les tableaux dont vous parlez, c'est un peu Champions League, hein. Nous, on est plus championnat de France, quoi. Voilà. Rendez-vous donc au chapiteau de Fontvieille tout ce week-end. Merci beaucoup Serge Bénica d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci et bon week-end à tous. Autre idée de sortie ce week-end, l'exposition La Donna à l'Espace 22. Vous y découvrirez les créations de 12 artistes talentueux qui mettent la féminité à l'honneur et en lumière. C'est jusqu'au 12 septembre. Pôle des mondes fragiles, c'est l'exposition du photographe niçois Greg Lecoeur à découvrir ou redécouvrir au musée océanographique jusqu'au 5 novembre et dans 4 gares françaises jusqu'au 31 août. Le reportage de Yannick de Bever et Hugo Comassa. Le musée océanographique comme terminus d'un voyage initiatique. En partenariat avec SNCF Gare et Connexion, l'Institut océanographique a décidé d'exporter l'exposition de Greg Lecoeur, Pôle des mondes fragiles, dans 4 gares de France. Le départ se fait à Paris, gare de Lyon, direction ensuite Marseille-Saint-Charles, puis Cannes et Niceville pour enfin arriver au cœur de l'exposition. Quoi de mieux que les gares pour croiser le plus de monde possible? Quoi de mieux que les gares pour émerveiller, sensibiliser et inviter au voyage? Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est dit que grâce aux magnifiques clichés de Greg Lecoeur, on arriverait à sensibiliser le grand public sur la nécessaire protection des pôles, qui est un lieu essentiel à préserver vu que c'est l'accélérateur du climat qui se joue en ce moment dans ces endroits. Photographe nature de l'année 2016 élu par National Geographic, Greg Lecoeur partage ici plus que des photos. Ce sont des œuvres d'art qui attirent l'œil, la curiosité et de fait ouvrent l'intérêt du spectateur à la sensibilisation. D'abord historiquement, il y a toujours eu un lien entre art et science depuis le prince Albert Ier. Et du coup ça s'inscrit véritablement dans nos gènes et je pense qu'on a plutôt un parti pris général de montrer justement la beauté et de révéler un peu ces choses extraordinaires parce que c'est finalement la meilleure manière de comprendre en fait la fragilité et du coup de sensibiliser les publics, ce qui est notre rôle. L'été dernier, la SNCF avait enregistré plus de 23 millions de passagers sur la période estivale. Présente dans 4 gares très prisées, il ne fait aucun doute que l'exposition sera une grande réussite en termes de sensibilisation. Et on retrouve Yannick de Bever pour la météo. Bonsoir Yannick, la canicule est-elle derrière nous ? Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Ça y est, nous allons retrouver des températures normales ce samedi en principauté. Il fera quand même chaud bien sûr, mais à hauteur des moyennes de saison, il fera 26 au lever du jour et le soleil fera monter le thermomètre jusqu'à 30 degrés. Le vent se lèvera en fin de journée et il n'est pas impossible qu'un orage éclate en début de soirée, prémisse d'un dimanche qui s'annonce pluvieux. Ce samedi 26 août, Sainte Natacha est à l'honneur. Merci Yannick, c'est la fin de ce journal. On se quitte comme tous les soirs en photo. Ce soir, celle du nouveau parquet de Gaston Médecin. Le même type de parquet qu'en NBA, avec un revêtement plus mat pour éviter les reflets pour les caméras et les appareils photo. Parquet qui, on l'espère, va encore porter chance à la Rocatine cette saison. Photo de Manuel Vitali. Excellente soirée sur Monaco Info. À demain.